Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre en cet après-midi de veille de vacances de Noël pour parler une dernière fois pour l'année 2022 des matériaux biosourcés. Donc, je suis Céline Lemasson, je suis chargée de mission filière verte de la construction à la Dreal Pays de la Loire. Et nous sommes ensemble pour 1h30 afin de présenter les résultats de différents travaux menés au cours de l'année 2021 et 2022 par le collectif Biosourcés Pays de la Loire. Alors, en petite introduction, je veux juste représenter ce qu'est le collectif. Le collectif, vous allez retrouver ce logo du collectif Biosourcés Pays de la Loire dans toutes les actions d'information, les actions de visite de chantier, des actions de conférences qui seront organisées par les différentes filières biosourcées présentes en Pays de la Loire. Donc, vous avez le collectif paille armoricain qui représente la construction paille, construire en chambre, le collectif des terreux arboricains, Fibois Pays de la Loire, et puis le parc naturel régional de Brière qui représente la filière chaume. En plus de ces acteurs représentant les filières, au sein du collectif, vous avez deux associations qui représentent les professionnels du bâtiment, Novabuilt et Ecobat. Et enfin, vous avez deux institutions pour accompagner l'ensemble de ces acteurs, la région Pays de la Loire et l'État, au travers de la Dreal Pays de la Loire que je représente aujourd'hui. Petit élément que je voulais partager tout de suite avec vous, autour de ce collectif, c'est une première réalisation dont le premier numéro est paru ce matin. C'est la nouvelle newsletter du Biosourcé en Pays de la Loire, du collectif Biosourcé et qui est réalisée par Novabuilt. Cette newsletter sera diffusée régulièrement et vous pourrez vous y inscrire par le contact qui est en fin de courriel. Je vous enverrai en fin d'après-midi, à l'issue de ce webinaire, les supports qui seront présentés aujourd'hui et vous aurez également le lien vers la lettre, vers la newsletter, avec la possibilité de vous y inscrire. Donc, deux sujets, deux ateliers du collectif sont présentés cet après-midi. Un référentiel pour permettre une meilleure intégration des biosourcés dans les marchés publics qui sera présenté en deuxième partie par Gwenaëlle Leroux de Reseco, par Maxime Baudran de Fibois et par Nathan Satrin de FB au Carré. Et en première présentation, avec François Boisson, qui est ici à mes côtés de la cellule économique régionale de la construction, on va vous présenter l'annuaire des acteurs de la filière biosourcée en Pays de la Loire. Alors, avant que François n'entre dans le vif du sujet, je voulais refaire un peu un point de méthodologie sur cet annuaire. Cet annuaire, tel qu'il va vous être présenté, aujourd'hui, il comporte à peu près aux alentours de 360 entreprises inscrites à l'annuaire. À ce titre, on n'est fatalement pas représentatif de l'ensemble des professionnels qui, aujourd'hui, en région Pays de la Loire, mettent en œuvre ou conçoivent avec des matériaux biosourcés. On est parti pour fabriquer cet annuaire, on est parti des différents adhérents des filières que je vous ai citées préalablement. Donc aujourd'hui, c'est un point zéro de l'annuaire des professionnels du bâtiment que l'on vous propose. L'Adréal a fait en sorte que dans les années à venir, il y ait une maintenance continue, régulière, réalisée par la cellule économique de cet annuaire pour qu'il puisse s'enrichir, vivre, s'agrandir et être de plus en plus représentatif et réellement représentatif des professionnels formés et construisant en biosourcé en Pays de la Loire. Donc c'est surtout ça. Si vous ne vous y retrouvez pas, eh bien, c'est vraiment pas anormal. C'est que probablement vous n'êtes pas adhérent de l'une de ces filières
mais on vous donnera la possibilité de vous y inscrire et on vous donne la possibilité de vous y faire connaître. Donc c'est vraiment surtout ça un message qu'on veut partager avec vous, c'est important. On part d'une base qui était celle que nous connaissions, celle de nos filières, mais l'objectif c'est vraiment de s'agrandir et de gagner en représentativité. Je pense qu'en termes introductifs, moi je ne vais pas aller plus loin et je vais laisser la parole à François pour la présentation plus précise de l'annuaire et de ses fonctionnalités. Vous aurez la possibilité, on va vous donner une quinzaine de minutes à l'issue de cette présentation pour poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions sous l'onglet Q&A que vous avez en bas de votre écran. Et je prendrai à l'issue de la présentation de François toutes vos questions-réponses et on fera exactement la même chose à l'issue de la présentation du référentiel. Voilà, donc François, je vais te laisser la main. Très bien. Je vais juste afficher le support. Non, il faut que tu partages ton écran. Ah oui. Non. Alors, tu partages l'écran. Ouais. Voici. Et là, tu passes. Non, je peux le Vas-y, je vais tenter. Ouais, parfait. Bien, bonjour à tous, François Boisson. Moi, je suis chargé d'études à la cellule économique régionale de la construction des Pays de la Loire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la CERC ou la CERC, c'est l'Observatoire économique de la filière administré par la filière et puis qui a pour but d'apporter de la connaissance à tous les acteurs de la construction sur ce secteur d'activité. Alors, en ce qui concerne les travaux qu'a évoqué Céline, deux grands objectifs pour cette mission qui nous a été confiée. Un premier objectif qui va porter véritablement sur l'annuaire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir actualiser et vérifier toutes les données d'identité de l'annuaire. Donc, une vérification, consolidation des informations d'identité des acteurs. Et puis, essayer de proposer, de construire une interface unique de centralisation de toutes ces informations qui soit diffusable le plus largement possible. Donc, on va vous présenter ça tout à l'heure. Et puis, le deuxième grand objectif, c'était un travail plutôt ici d'études, de prospective. C'était l'idée de pouvoir anticiper en fait l'essor des matériaux biosourcés à court terme et à moyen terme. Donc là, on est sur des travaux qui sont en cours de traitement. On va pouvoir en présenter quelques premiers éléments tout à l'heure. Donc l'idée sur ce travail d'étude, ça va être d'évaluer les quantités actuelles de matériaux biosourcés qui sont mis en œuvre en construction, essayer de construire des scénarios de développement de la filière et notamment en identifiant des facteurs positifs et des facteurs négatifs de développement des filières. Donc, facteurs positifs, ici, on va parler de facteurs qui vont avoir plutôt tendance à accélérer le développement de la filière. Et facteurs négatifs, ça va être des facteurs qui vont avoir tendance plutôt à freiner le développement de la filière. Donc, on peut, par exemple, parmi ces différents critères, on peut penser à la RE 2020, pour laquelle on va avoir tendance à penser que c'est un critère qui va plutôt favoriser le développement des filières biosourcées. Et puis, l'idée, au final, de tout ça, c'est d'évaluer en fait l'adéquation entre les capacités de production sur le territoire et les quantités attendues de matériaux mis en œuvre à horizon 3 ans et à horizon 10 ans. Donc, au niveau de la construction de la base de données des acteurs de la filière biosourcée, donc on a bénéficié d'un premier recensement des acteurs qui a été réalisé par l'Adréal. Donc, l'Adréal, en fait, comme l'a dit Céline tout à l'heure, a compilé les informations d'identité des adhérents des différentes filières. Donc, Fibois, Ecobat, le collectif Terreux Armoricain, le collectif Paille Armoricain, Construire en Chambre, le parc naturel régional de Brière, et puis à classer, ventiler tous ces acteurs selon des différents métiers. Donc, on va retrouver les artisans entreprises, les bureaux d'études, les architectes et les maîtres d'œuvre, les producteurs de matériaux, les fabricants de matériaux de construction biosourcés, et puis les organismes de formation. Donc voilà, on n'est pas parti de rien, on avait cette première base d'information. Et nous, CERC, on a travaillé derrière avec une enquête qu'on a menée auprès de chacun des contacts pour vérifier et consolider les données d'identité. Donc là, on est vraiment sur la partie annuaire.
et puis aussi collecter le ressenti et l'expérience des acteurs, voilà, sur les perspectives de développement des filières biosourcées pour les matériaux qu'ils connaissent, qu'ils mettent en œuvre à court et moyen terme. Donc ça, c'est vraiment la partie plutôt étude. Donc on a travaillé sur la base d'un formulaire qui a été adressé par mail à l'ensemble des acteurs. Et puis ensuite, on a procédé par relance téléphonique avec un accompagnement téléphonique sur la période octobre-novembre 2022. Alors un point très important, et Céline l'a évoqué tout à l'heure, c'est que la liste d'acteurs, actuellement, on est sur un point zéro, on va dire. Elle est ni exhaustive, ni définitive. Et pour ça, on a déjà préparé, on a déjà envisagé des phases d'actualisation et de mise à jour de toutes ces données. Concrètement, chaque année, on va avoir 7 phases d'actualisation de l'annuaire, alors qui va avoir pour but en fait d'intégrer les nouvelles entreprises qui souhaitent entrer dans l'annuaire. Donc, vous verrez tout à l'heure, quand on va présenter la plateforme, qu'il y a un formulaire de contact. Donc, ce formulaire, en fait, va permettre aux entreprises de se faire connaître à la CERC. La CERC va centraliser les demandes et ensuite va les adresser au collectif biosourcé qui validera ou non l'intégration de ces entreprises dans l'annuaire. Et puis, on a également chaque année une phase d'enquête globale. Donc là, l'idée, c'est de revalider toutes les informations de tous les contacts qui sont dans cet annuaire, et puis également d'interroger les acteurs sur les perspectives de développement de la filière. Donc là, on est plutôt à nouveau sur la partie études. Donc actuellement, on a 326 acteurs de la filière des matériaux de construction biosourcés qui sont identifiés en Pays de la Loire. Donc vous voyez la répartition par métier sur la gauche du tableau. Donc on a 121 architectes ou maîtres d'œuvre, on a 49 bureaux d'études, on a 141 artisans ou entreprises, on a 11 industriels ou fabricants de matériaux biosourcés et on a 4 organismes de formation. Nous, on a travaillé sur l'enquête pour vérifier les informations et aussi pour la partie études sur les 3 premières catégories, c'est-à-dire architecte, maître d'œuvre, bureau d'études, artisan, entreprise. Et pour chacune de ces catégories, vous voyez le taux de couverture qu'on a pu obtenir. Donc, 51% des architectes pour lesquels on a bien eu une validation des informations et les données relatives à l'étude, 43% des bureaux d'études et 32% des artisans et des entreprises. Donc voilà, on espère avec le temps avoir un taux de couverture un peu plus large avec les enquêtes qu'on sera en mesure de mener en 2023. On travaillera également aussi sur les informations des industriels, des fabricants et des organismes de formation au cours de l'année. Donc avec toute cette matière, l'idée c'était de construire une plateforme, une interface qui permettait de centraliser toutes les informations d'identité de ces acteurs. Donc on a travaillé sur un outil qui est adossé en fait à notre logiciel d'enquête qui s'appelle DataVive et qui nous permet de pouvoir voilà, intégrer facilement et de faire évoluer cette interface. Donc là, je vais vous la présenter. Alors ici, vous avez le lien. Je pense que Céline, tu le mettras également dans le chat. Donc si je clique dessus, voilà, tout simplement, non, ça ne fonctionne pas. Ah oui, il faut que je sorte. Tac. Donc ici, voilà, en cliquant sur le lien, ça nous a ouvert un navigateur et on retrouve ici cette interface dans laquelle on va retrouver différentes choses. On va retrouver d'abord une partie rédactionnelle de présentation du collectif et puis aussi une partie rédactionnelle sur l'objectif de cet annuaire. On va retrouver évidemment le logo de tous les partenaires, donc l'Adréal, le collectif biosourcé. On va retrouver les membres également du collectif biosourcé, donc le conseil régional, FIBOA, Novabuild, Ecobat, collectif des terreux armoricains, le collectif Paille armoricain, Construire en chanvre, et puis le parc naturel régional de Brière. On va retrouver également sur cette interface le nombre d'acteurs qui sont identifiés à date. Donc ici, on a 326 acteurs du biosourcé qui sont identifiés en Pays de la Loire au 16 décembre 2022. On va avoir la répartition de ces acteurs selon le département. Donc, vous voyez ici 172 acteurs identifiés en Loire-Atlantique, 65 acteurs identifiés en Maine-et-Loire, 17 en Mayenne, 17 en Sarthe et 55 en Vendée. On a également la répartition ici par métier, donc 121 architectes ou maîtres d'œuvre, 141 artisans ou entreprises, 49 bureaux d'études, 11 industriels ou fabricants de matériaux biosourcés et 4 organismes de formation.
Sur l'interface, on va avoir également la possibilité de télécharger des listes d'acteurs. Donc ici, si je clique, j'espère que ça va fonctionner, on va voir. Si je clique, normalement, le navigateur va me lancer un téléchargement. Et donc ici, on va retrouver, si ça veut bien fonctionner, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, on a un tableur dans lequel on va avoir la liste en fait, de tous les acteurs de l'annuaire. Donc avec les compétences, le métier, on va avoir des informations sur la raison sociale, l'adresse, on va avoir le site internet, le numéro de téléphone. Alors on ne met pas l'adresse mail en revanche pour éviter que ces différents acteurs se fassent trop sévèrement spammer. Et puis derrière, on va retrouver également les matériaux qui sont mis en œuvre ou non par les différents acteurs. Ici, par exemple, on va voir le chanvre, le béton de chanvre, la paille, le bois, la fibre de bois, le lin, la ouate de cellulose, le textile recyclé, chaume roseau, la terre crue, la peinture naturelle et puis les revêtements de sol naturel. Et on va avoir également des informations sur les formations qui ont été suivies par ces différents acteurs. Donc ici, on a l'ensemble des acteurs, tous métiers confondus et tous départements confondus. Mais on a aussi la possibilité en fait, d'aller télécharger directement de façon un peu filtrée ces listes. Donc ici, je vais pouvoir télécharger tous les architectes, ici, tous les bureaux d'études, les entreprises et les artisans, les industriels et les organismes de formation qui ont été recensés dans cet annuaire. Même chose par département, on a la possibilité de télécharger les listes d'acteurs qui sont localisés en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, en Mayenne, en Sarthe ou en Vendée. Toujours sur l'interface, on a un travail cartographique ici. Donc, si je clique dessus, ça va m'ouvrir, ça va m'orienter vers cette carto, qui est une cartographie dynamique, dans laquelle on va retrouver la localisation de tous les acteurs de l'annuaire. Donc, vous voyez qu'il y a un code couleur. Donc, en vert, par exemple, on va retrouver ce qui est entreprise et artisan. En bleu foncé, les architectes et maîtres d'œuvre. En bleu clair, les bureaux d'études. En orange, on va avoir les fabricants, les producteurs de matériaux biosourcés. Et puis, en rose, on a normalement les organismes de formation. Donc ici aussi, on a la possibilité de filtrer. On peut cliquer ou décliquer les différents calques pour faire, si on souhaite faire apparaître simplement, par exemple, les industriels, ou bien si on souhaite faire apparaître les bureaux d'études. Et pour chacun de ces acteurs, en fait, si on clique sur l'icône, on va avoir accès aux différentes informations. Donc, par exemple, si je vais, mettons, si je suis à Mésanger, je peux trouver une entreprise ici, Cultive ta maison, donc c'est un maçon, et on va trouver les informations d'adresse, de numéro de téléphone et la nature des matériaux qui sont mis en œuvre par l'entreprise. Donc ici, on est plutôt sur la paille. Donc, voici pour la carte. Également, le point important sur l'interface, c'est ce bouton ici, donc, qui nous oriente vers un formulaire de contact. Donc, les entreprises qui mettent en œuvre, par exemple, des matériaux biosourcés et qui ne sont pas présentes dans l'annuaire actuellement, peuvent nous adresser leurs coordonnées ici. Donc, on va retrouver raison sociale, voilà les différents éléments qu'on retrouve dans l'annuaire, les compétences architecte, bureau d'études, artisan, entreprise, etc. Une précision sur les métiers et puis la nature des matériaux voilà, qui sont mis en œuvre, par exemple, et puis les formations suivies. À partir de là, nous, on va pouvoir centraliser toutes ces demandes et on va adresser ensuite ces demandes au collectif biosourcé qui va valider ou non l'intégration de l'entreprise dans l'annuaire et dès lors que le collectif nous donne la validation, on sera en mesure de pouvoir intégrer les informations de l'entreprise sur cette annuaire. Voilà pour la plateforme, je ne vois pas autre chose à dire sinon. Je vais revenir sur...
Donc voilà pour la plateforme qu'on essaye d'inscrire évidemment dans le temps avec les phases d'actualisation. Normalement, prochaine phase d'actualisation, d'intégration des entreprises qui souhaitent être dans l'annuaire, ça devrait intervenir mi-février normalement. On va laisser le temps aux entreprises jusqu'à fin janvier de nous adresser leurs coordonnées et ensuite on transmettra ces informations au collectif pour la validation ou non, et dès lors, on leur laissera 15 jours pour valider les entreprises, et ensuite, on sera en mesure de pouvoir intégrer ces informations à l'annuaire. Donc, le questionnaire qui était adressé aux acteurs identifiés, donc ça, c'était la phase enquête qu'on a menée en septembre-octobre 2022. Donc, on retrouve évidemment des informations relatives à l'identité de l'entreprise. L'adresse, la raison sociale, le site internet, etc., les métiers, les matériaux qui sont mis en œuvre ou bien prescrits par les différents acteurs, les formations. Et à la suite en fait, de ces informations d'identité, on leur a posé des questions qui sont plutôt relatives cette fois à l'étude qu'on mène en parallèle. Donc, par exemple, on leur a demandé pour chacun des matériaux qu'ils avaient cochés, donc des matériaux qui correspondent à leur activité ici, on leur a demandé l'évaluation de la croissance des l'évaluation des volumes de matériaux mis en œuvre donc actuellement donc sur l'année 2021. Donc une entreprise ici qui cochait par exemple chanvre et terre crue ne voyait afficher ici évidemment que le chanvre et la terre crue. Donc l'idée c'était qu'ils nous renseignent une quantité en 2021. Alors ils avaient le choix entre des mètres cubes, des tonnages et des mètres carrés pour l'unité, et ce qui nous permet d'avoir un état des lieux initial de la filière. Ensuite, on leur a demandé de répartir ces volumes selon la nature des chantiers. Donc, on va retrouver ici, par exemple, la construction neuve de logements, l'entretien-rénovation de logements, la construction neuve de locaux et l'entretien-rénovation de locaux. Donc, ici, on est en termes de pourcentage des volumes. Et ensuite, des informations qui vont nous être utiles pour la partie plus prospective de l'étude. Donc, on leur demande les tendances attendues à 3 ans et à 10 ans sur ces volumes. Donc, ils peuvent nous renseigner, selon leur avis d'experts, la croissance des volumes mis en œuvre qu'ils attendent sur les 3 années ou bien à horizon 2030. Donc ça, ce sont des informations qui nous sont essentielles pour construire les scénarios de développement de la filière biosourcée. Nous, à la CERC, on n'est pas du tout des spécialistes du biosourcé, donc on a besoin d'avoir de l'information, de la matière, du tangible, on va dire, sur ces croissances attendues, de la part des gens qui sont spécialisés, donc qui ont une expertise sur ces matériaux biosourcés. Également, on leur demandait dans le questionnaire d'identifier ou d'inscrire des facteurs positifs ou négatifs au développement de la filière ou des filières biosourcées, toujours sur les matériaux qu'ils ont sélectionnés sur la première page, qui sont les matériaux qu'ils mettent en œuvre. Donc, pour chacun de ces matériaux, en fait, ils ont la possibilité d'inscrire des facteurs positifs, donc des facteurs qui sont de nature à accélérer le développement de la filière, et des facteurs négatifs, donc des facteurs qui pourraient plutôt freiner le développement de la filière. Donc ici, vous voyez que c'est du texte libre, donc chacun pouvait aller rentrer les critères qu'il souhaitait. Donc ça, on va voir tout à l'heure, on a fait une première analyse de ces différents facteurs. Donc pour la partie étude, on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est d'anticiper l'essor des matériaux biosourcés à court terme et à moyen terme, travaux qui sont en cours de réalisation, travaux qui sont réalisés en 2 phases. Donc la première partie qui est celle qu'on traite actuellement, donc avec un état des lieux initial, l'idée étant d'évaluer les quantités posées actuellement, du moins sur l'année 2021 et selon la nature des matériaux, et puis d'identifier ces facteurs positifs et négatifs de développement de la filière biosourcée, toujours selon la nature des matériaux. Ensuite, la deuxième phase qui interviendra en 2023, c'est de construire ces scénarios de croissance des quantités de matériaux mis en œuvre. Et puis, c'est la partie où on va essayer de vérifier l'adéquation entre les capacités de production sur les territoires et les volumes qui sont attendus.
Donc ici, on a essayé de traiter les différents facteurs positifs et négatifs qu'on a identifiés, qui ont été renseignés par les entreprises. Je précise bien ça, ce sont les entreprises qui ont enregistré ces différents critères. Encore une fois, nous, on n'est pas spécialisé sur les matériaux biosourcés, donc ce sont bien les entreprises qui ont indiqué ces différents critères. Nous, on essaye de les traiter de façon le plus juste possible. Vous voyez ici l'ensemble des facteurs positifs et négatifs qui ont été renseignés par les entreprises. Donc, on a 465 facteurs positifs et 322 facteurs négatifs. Alors, parfois, ce sont les mêmes. Par exemple, le critère réglementation environnementale 2020 est apparu très souvent. Ça représente peut-être 5% de l'ensemble des facteurs positifs qui ont été enregistrés par les acteurs de la filière. Donc, on retrouve évidemment une répartition aussi par nature de matériaux. On voit que pour certains matériaux, on va avoir un nombre de facteurs qui est plus important que pour d'autres. Par exemple, pour le bois d'œuvre, on voit qu'on a davantage de facteurs qui ont été enregistrés que pour le lin, ce qui s'explique assez bien puisqu'on va retrouver davantage d'acteurs qui travaillent le bois d'œuvre que d'acteurs qui travaillent le lin. Et puis, avec tous ces critères enregistrés, donc on a essayé de les répartir en fait en différentes catégories. Donc, les critères, par exemple, relatifs à l'approvisionnement, des critères relatifs à la structuration de la filière, des critères relatifs aux caractéristiques techniques du matériau, au cadre normatif, aux compétences, à la mise en œuvre, au prix des matériaux ou bien au coût de mise en œuvre, et puis à la recyclabilité. Donc ici, c'est un exemple. Alors ici, on est sur le matériau chanvre. Vous voyez deux graphiques qu'on appelle des graphiques radio, avec sur le graphique de gauche les critères positifs et sur le graphique de droite les critères négatifs. Donc l'idée, en fait, c'est de regarder pour chacun des matériaux le poids de chacune des catégories dans le développement de la filière de ce matériau, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Par exemple, ici, pour le chanvre, les facteurs positifs, on voit que l'approvisionnement, les critères relatifs à l'approvisionnement ont été très régulièrement cités par les entreprises. On voit ensuite apparaître les critères relatifs aux caractéristiques techniques, puis au cadre normatif. À l'inverse, sur le graphique de droite, donc sur les facteurs négatifs, on a eu beaucoup de critères qui étaient relatifs à la question du prix du matériau ou bien du coût de la mise en œuvre. Et si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que pour les facteurs positifs, les critères qui sont ressortis le plus souvent, c'est la question de l'approvisionnement local et puis également la disponibilité de la ressource. Pour ce qui va être caractéristiques techniques, on voit apparaître très régulièrement de la part des acteurs les critères performance hygrométrique, matériaux naturels et bilan carbone. Et puis, pour le cadre normatif, c'est la réglementation environnementale qui a été citée le plus régulièrement par les acteurs qui ont renseigné ce formulaire. Ensuite, côté facteurs négatifs, on voit évidemment sur le prix des matériaux qui a été cité très régulièrement par les différents acteurs. Pour l'approvisionnement, on a eu des critères sur la disponibilité des surfaces cultivées. Et puis, sur la question de la mise en œuvre également, on a eu des critères relatifs au temps de mise en œuvre du matériau et à la maîtrise des techniques. Donc ça, on a essayé de le reproduire sur chacun des matériaux. Donc l'idée, c'est de voir quelles sont ces catégories qui vont influer de façon positive ou bien négative le développement des filières de chacun des matériaux. Donc, je ne vais pas tous les faire. On peut regarder peut-être par exemple sur le matériau paille. Donc pour la paille, on voit, non, pardon, c'est ici, on voit la catégorie approvisionnement qui ressort assez fortement pour les facteurs positifs, suivi des caractéristiques techniques du matériau et du cadre normatif. Pour les facteurs négatifs, il n'y a aucune catégorie vraiment qui ressort fortement. On va avoir quelques éléments, quelques critères sur l'approvisionnement, également sur le cadre normatif, sur les compétences et sur le prix du matériau ou bien le coût de la mise en œuvre.
Là encore, on peut regarder un peu plus dans le détail. Pour l'approvisionnement, pour la catégorie approvisionnement, c'est la disponibilité de la ressource et l'approvisionnement local qui ressortent le plus parmi les critères positifs. Pour les caractéristiques techniques, c'est le confort thermique et le bilan carbone du matériau qui ressortent en premier lieu. Pour le cadre normatif, on va voir la RE 2020 et l'existence de règles professionnelles. Et puis, on va apparaître aussi des critères, par exemple, sur la mise en œuvre. On a vu régulièrement la question de la préfabrication qui peut contribuer à favoriser le développement de la filière, le dynamisme de la demande pour la catégorie marché-demande, et puis la structuration de l'offre locale qui a été également citée par les acteurs. Tu me dis, Céline, si je déborde sur le temps. On est à 14h30, normalement c'est la fin de ton temps de parole. Voilà, simplement, de toute façon, ce document, il sera disponible en téléchargement. Vous pourrez aller regarder pour chacun des matériaux, les critères qui sont ressortis le plus régulièrement, et puis les catégories voilà, qui influent le plus le développement de la filière, selon, encore une fois, hein, les acteurs de la filière. Voilà, après, simplement pour conclure peut-être, on a évidemment encore un travail à faire hein, sur ces catégories. On a besoin de pondérer ces différents critères. Donc, un travail qui est en cours de réalisation. On va travailler, je pense, avec le collectif pour pondérer ces différents critères et pouvoir construire ces scénarios de développement des filières biosourcées. Écoute, merci beaucoup, François. Je vous propose qu'on prenne un temps sur les questions-réponses. Alors, il y a eu deux premières questions qui se recoupaient sur, finalement, quid d'une inscription à l'annuaire si l'entreprise n'est pas connue des différents partenaires du collectif, que se passe-t-il? Accepter quand même ou période probatoire, et d'autres questions qui demandaient qui est-ce qui valide les postulants au sein du collectif. Donc, on est sur le même contenu. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que on a l'idée, c'était d'identifier les formations et les titres certifiants des entreprises pour pouvoir mettre en œuvre ces matériaux. Donc, la présence de ces formations et de ces titres certifiants sera un des critères formels pour pouvoir accepter ou pas. De toute façon, avant de ne pas accepter un acteur, il sera un contact direct avec l'entreprise souhaitant intégrer l'annuaire sera pris de façon à vérifier si, en dehors de la formation du titre certifiant, l'entreprise peut présenter des réalisations. Voilà. Donc, on sera bien sur une décision argumentée, soit par formation, titre certifiant ou réalisation. Et ce n'est qu'à l'issue de cette enquête qu'une décision de non-acceptation pourrait être prise. Voilà. Donc, l'idée étant d'avoir quelque chose d'assez structuré. On a une autre question, une question qui avait été posée par Gwenaëlle Leroux et qui mettait alors que je ne retrouve pas ici tout de suite, qui demandait s'il y avait un lien, et là c'est directement pour toi François, y a-t-il un lien entre ce travail de recensement et celui réalisé par la CERC sur les gisements de réemploi? Alors, pas de lien direct. Par contre, une même méthode, enfin, du moins des outils identiques de diffusion de ces informations, puisque pour ceux qui ont suivi effectivement ces travaux sur la localisation des gisements disponibles au réemploi, on est un peu sur le même type d'outils, donc avec une interface comme ça en ligne, dans laquelle on va pouvoir télécharger des listes d'opérations de déconstruction dans lesquelles on va essayer on va pouvoir connaître les gisements de matériaux disponibles et également une carte de localisation de ces opérations. Donc les outils sont un peu les mêmes. Maintenant, c'est deux travaux quand même qui sont bien distincts. Merci beaucoup François. Il y a une question double de la même personne
qui demande si le collectif peut s'ouvrir à d'autres filières et quid d'un postulant qui viendrait d'une filière non recensée. Alors, le collectif peut parfaitement s'ouvrir à d'autres filières. Voilà. Là, il y a eu des discussions à prendre et à avoir avec les membres du collectif, mais le collectif n'est pas un espace fermé, replié sur lui-même. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Il y a vraiment des ouvertures possibles avec d'autres filières et d'autres associations représentant les filières. Ensuite, dans l'annuaire, on ne représente pas simplement les professionnels des 5 filières du collectif. C'est-à-dire qu'il y a aussi les peintures biosourcées, la boîte de cellulose et d'autres qui ne sont pas dans les membres du collectif, mais qui pour autant sont répertoriés dans l'annuaire. Je me rends compte tout d'un coup qu'il y a un matériau qu'on n'a pas indiqué, c'est le miscanthus. Mais effectivement, pour l'instant, le miscanthus est très peu cultivé en Pays de la Loire. Pas de transformation, mais c'est vrai que s'il y avait un développement du miscanthus, ça pourrait valoir le coup aussi de l'ajouter. Alors, il y a une catégorie quand même autres matériaux, dans laquelle on peut aller renseigner des matériaux qui ne seraient pas parmi ceux qu'on a proposés. Il y a une question d'un étonnement qu'on ne trouve pas d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou d'assistance à maîtrise d'œuvre dans la typologie de présentation des acteurs. Parce qu'en fait, il y a des AMO, mais qui sont effectivement pas forcément représentés par cette typologie-là. Voilà, et donc il y aura là peut-être une évolution des typologies à réaliser. En fait, pour tout vous dire, on s'est calé sur les typologies choisies par nos collègues bretons de Batilab dans l'annuaire breton des professionnels du biosourcé. On s'est dit que si jamais un jour on devait fusionner les deux outils, ce serait pas mal qu'on parte sur quelque chose de commun. Voilà, donc c'est vrai que nous, ça a été notre structure de départ. Elle n'est pas forcément sans critique possible, et en tout cas, elle est perfectible. Donc, l'idée de trouver de nouvelles typologies est une évolution possible. Ouais. Et la plateforme est évolutive, c'est-à-dire qu'en fait, toujours le lien restera le même, mais on peut faire évoluer les choses sur cette plateforme, que ce soit sur la forme ou le fond, sur la présentation, ou bien si on souhaite intégrer des nouvelles catégories, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça ne fera pas bouger le lien de la plateforme. Ok. Alors, du coup, pour la personne qui demandait, qui s'intéressait aux nouvelles filières, vous retrouverez à l'issue, à la fin de la lettre de la newsletter du collectif Biosourcé, le contact du collectif auprès de qui vous pourrez vous rapprocher. Donc, vous aurez tout ça à l'issue du webinaire dans un courriel qui va vous être envoyé avec les supports. Une question là aussi qui montre que, évidemment, notre outil est également perfectible. D'un collègue qui trouve que les informations et les listes en tableur Excel apportent beaucoup d'informations sur les entreprises et que ça peut être délicat quand bien même il n'y a pas l'adresse mail en matière de récupération. Effectivement. Merci. Alors, c'est Yannick Février de la CAPEB Vendée qui nous passe ce message. Ça pourrait valoir le coup, effectivement, avec les organisations professionnelles, d'avoir un échange méthodologique pour voir avec eux ce qu'ils trouvent le plus adéquat pour donner de l'information, parce que quand même, l'idée étant de pouvoir retrouver les entreprises et savoir jauger le juste milieu. Je pense qu'on a un champ de collaboration et de travail encore ensemble dans les semaines à venir.
Quelques autres questions. Alors, dans l'étude, les critères détaillés par les facteurs sont-ils des choix que vous proposez ou des verbatims exprimés par les répondants et que vous avez retraduits? C'est ça, c'était de la question libre, vraiment, chacun pouvait Donc, c'est les exprimer. verbatims. Oui, c'est du verbatim. Chacun pouvait exprimer les critères qu'il souhaitait et c'est nous, derrière, qui avons fait le travail voilà, d'analyse qualitative pour essayer de reclasser tout ça dans des grandes catégories. Merci François. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous n'avez pas d'autres interrogations, vous voyez, hein, le travail est encore... on a un chantier qui doit se poursuivre. La CERC est mandatée pour à minima 2 années encore, 2023-2024, pour poursuivre ce travail et l'ADREAL continuera à appuyer ce travail. Donc, on n'est pas du tout sur un outil en déshérence, bien au contraire. On le veut le plus riche et le plus vivant possible. Donc, on va faire en sorte que ce soit vivant et riche. Et la prochaine actualisation, très prochaine, hein, puisque dès janvier, normalement, on va commencer à intégrer les nouvelles entreprises qui souhaiteraient être visibles sur cette annuaire. Et donc, on ne peut que vous inciter, vous, si vous êtes déjà dans l'annuaire et que vous voyez qu'il y a certains de vos collègues qui n'y sont pas, ou vous, organisation professionnelle, à diffuser l'information sur l'existence de cet annuaire à vos partenaires, à vos collègues, de façon à ce que en janvier, on ait un raz-de-marée de nouvelles inscriptions. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Et je vais donc passer maintenant la parole à Gwenaëlle, Nathan et Maxime pour la présentation du référentiel biosourcé pour les marchés publics. Donc, je pense que c'est Gwenaëlle qui va voilà, prendre la main. Donc, si vous pouvez remettre vos micros, messieurs, et moi, je vais enlever le mien. Gwenaëlle, on ne t'entend pas. Ça y est, je viens de l'activer, mais il y a un petit temps de latence. Parfait, on t'entend bien. Bonjour à tous. Alors, une présentation assez rapide d'un travail donc collectif et collaboratif qui a été mené avec différents partenaires. Un petit point de rappel sur la démarche, donc, qui a été engagée en septembre 2021, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Démarche qui est financée en partie par la région Pays de la Loire et l'ADEME. Et nous sommes partis d'un constat qu'il manquait d'outils pour accompagner donc les maîtres d'ouvrage et entre autres les acheteurs publics pour leur faciliter l'intégration des matériaux biosourcés dans la commande publique. À partir d'une enquête que nous avons réalisée au sein du réseau auprès des collectivités adhérentes. Donc, on s'est rendu compte qu'elle manquait vraiment d'outils pratico-pratiques. Et à partir de ce constat, on a décidé de se lancer dans l'élaboration d'un… Alors, à l'époque, on l'appelait d'ailleurs closier plutôt que référentiel sur les matériaux biosourcés, en partant du principe qu'il existait déjà un certain nombre de guides méthodologiques sur le sujet et qu'il n'y avait pas donc d'intérêt de refaire ce type de guide, mais qu'au contraire, il fallait plutôt axer les travaux sur la création d'un outil pratico-pratique pour les acheteurs. Donc, à partir de ce constat, on a associé différentes parties prenantes autour de ce projet qui a démarré donc en septembre 2021 et qui va s'achever à la fin de l'année par la production d'un outil. Donc, très clairement, vous avez ici les différents partenaires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on s'est appuyé sur nos adhérents qui sont donc les collectivités du Grand Ouest. Mais on est allé chercher de la compétence, je dirais, en dehors de la région Pays de la Loire, notamment en s'appuyant sur la Fédération bretonne des filières biosourcées. Donc, Nathan Satrin est là avec nous aujourd'hui et il vous présentera en détail le référentiel sur lequel il a travaillé. Donc, on a associé différents partenaires et la particularité de ces travaux, c'est qu'on est allé chercher également des partenaires publics, mais des partenaires privés, puisqu'il y avait entre autres le bureau d'études Caribati qui participait à nos travaux et aux différentes réunions.
Le collectif biosourcé était évidemment représenté dans ces travaux par Maxime Baudran de Fibois, Pays de la Loire, qui interviendra également. Et donc, c'est lui qui faisait, je dirais, la tête de pont avec le collectif des matériaux biosourcés en Pays de la Loire. Donc, des travaux qui ont été initiés au départ sur la région Pays de la Loire et en fait qui ont été étendus de par la participation de la Fédération bretonne des matériaux biosourcés à la région Bretagne. Vous avez ici d'ailleurs la composition de la Fédération bretonne des filières biosourcées. Donc, Nathan y reviendra tout à l'heure. La particularité, c'est que dans cette fédération, on a des acteurs du biosourcé, mais on peut également avoir des acteurs du géosourcé. Donc, on y reviendra aussi sur cette définition, puisque donc, dans nos travaux, nous n'avons pas exclu les filières géosourcées, et notamment la filière terre crue. On a estimé, comme d'ailleurs le fait la Fédération bretonne des filières biosourcées, que c'était pertinent de les associer. Un petit point très rapide sur les aspects réglementaires. Donc, j'ai essayé de récapituler sur un schéma de synthèse, je dirais, l'ensemble des réglementations à la fois transversales et plus sectorielles qui concernent le bâtiment. Et surtout, je dirais, m'attarder sur la loi climat et résilience, qui a donc fléché à partir du 1er janvier 2030 l'usage des matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions. Donc ça, c'est un aspect important à prendre en compte, tout en sachant que le décret d'application n'est pas encore sorti et qui devrait préciser ce qu'on entend notamment par matériaux bas carbone. Un autre point important, évidemment, c'est la réglementation environnementale RE 2020, qui va donc bouleverser probablement assez fortement le secteur du bâtiment je dirais, en fléchant les matériaux biosourcés comme une possibilité, un levier important pour améliorer, je dirais, le bilan carbone des bâtiments et évoluer vers une décarbonation complète en 2050 du secteur du bâtiment. Donc, objectif très ambitieux. Donc, je dirais, ce point réglementaire, il va figurer dans une note de synthèse dans laquelle on va trouver des éléments réglementaires, on va trouver le cadre et la façon dont on a travaillé ces différents outils. Et on y trouvera également l'organisation de la boîte à outils, puisque au départ, nous étions sur un closier et on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait y associer différentes briques complémentaires. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de boîte à outils sur les matériaux bio et géosourcés. Donc, dans cette boîte à outils, vous pourrez y trouver donc, un référentiel que va vous présenter Nathan Satrin, un annuaire des personnes ressources. Et pour constituer cet annuaire, donc, on a fait appel au collectif biosourcé. Et l'idée, c'était de pouvoir identifier, donc, pour les maîtres d'ouvrage, quelles sont les références sur chacune des filières de matériaux biosourcés, avec une typologie de classement par matériaux et par usage. Et donc, dans la note de synthèse dont je vous parlais, il y aura donc les aspects réglementaires, des ressources disponibles, notamment des liens vers tous les guides méthodologiques et une partie retour d'expérience. On y reviendra puisque là, il y aura probablement un lien qui sera fait avec les travaux du CEREMA sur l'Observatoire des matériaux biosourcés. Et enfin, l'intérêt aussi d'intervenir aujourd'hui, c'était de voir quel lien on pouvait faire avec l'annuaire des acteurs qui vient d'être présenté, et qui est, à mon avis, un outil assez complémentaire de ce qui a été fait pour la boîte à outils. Donc, pour entrer dans le détail, je vais laisser Maxime vous présenter le fil conducteur de ce référentiel et la façon dont il a été organisé en respectant les différentes étapes d'un chantier ou d'un projet de construction ou de rénovation. Merci Gwenaëlle. Bonjour à tous. Ouais, effectivement, en fait, c'était un travail assez collectif et ça a été aussi en fait, un concours de circonstances assez favorable dans le sens où il y a eu en parallèle l'émergence du collectif et cette demande du RESECO. Et c'était un des premiers projets sur lequel le collectif s'est planché, à savoir répondre à cette demande du RESECO de travailler sur ce ex-closier qui est devenu un référentiel et surtout de s'adresser à des acheteurs publics. Donc, il y a un volet un peu juridique non négligeable
Et c'est aussi pour ça qu'on est parti dans l'idée avec Nathan, c'est surtout Nathan qui nous l'a proposé, de partir sur une frise, et une frise qui correspond un petit peu aux étapes clés d'un projet, en essayant, alors là, avant de rentrer dans le détail de l'outil, là, c'était juste de vous montrer grossièrement quelques idées qui ressortaient justement de l'outil à différentes étapes. Avant même de parler de programmation, par exemple, il y a déjà un travail de fond à faire auprès de l'acheteur ou de la collectivité, à savoir lui mettre devant le nez certains sujets autour du sourcing, c'est-à-dire que l'intérêt de créer ce collectif, c'est aussi de créer un guichet unique. Donc déjà, l'enjeu de départ, c'est que la collectivité, elle ait identifié ce guichet unique pour faire le sourcing, d'où la création du collectif biosourcé, pour pouvoir identifier les référents, les filières présentes dans la région. Il y a aussi tout un volet acculturation, mais je pense que dans l'assistance présente aujourd'hui, je pense que certains sont déjà au fait de ces sujets-là. C'est que, en fait, on demande à des maîtres d'ouvrage de s'engager très tôt sur une prescription de matériaux, donc biosourcés. Et ça, c'est évidemment le prérequis. C'est que plus tôt on peut intégrer la spécificité des filières et des biosourcés dans le projet, plus tôt on peut réussir à aboutir. Donc le sourcing, l'acculturation. Et puis on s'est aperçu, mais je pense que ceux aussi qui pratiquent la commande publique ou les collectivités, très tôt, il faut réussir à identifier les objectifs généraux de la collectivité. C'est-à-dire, par exemple, d'identifier des feuilles de route. Alors, depuis quelques temps, on a un certain nombre de plans climat, air, énergie territoriaux qui sont mis en place au sein des EPCI. Et ça, très clairement, c'est un levier pour intégrer des biosourcés. Donc, avant même de parler de programmation, déjà, identifier justement les feuilles de route de territoire, ça, c'est effectivement un premier levier à identifier, et puis ensuite à faire prendre conscience aux élus, aux collectivités, que ce PCAET peut permettre derrière d'enclencher des projets avec des filières locales biosourcées. Après, quand on rentre dans la phase programmation, c'est là qu'on va essayer de transformer des objectifs généraux en objectifs spécifiques qui sont liés aux performances énergétiques et environnementales. Et surtout, ce que Nathan vous dira un petit peu plus en détail, c'est qu'il faut réussir aussi très tôt à identifier ces performances et surtout les hiérarchiser, et surtout être en capacité de les chiffrer, de les mesurer. Donc ça, c'est un point assez important. Et la RE 2020 est sans doute aussi un levier assez intéressant sous lequel on a des seuils, des critères qui peuvent aussi être plutôt prescriptifs pour les biosourcés. Et puis à un moment donné, il faut évidemment définir l'ambition biosourcée. Alors on a pas mal échangé avec Nathan aussi en se disant est-ce qu'il faut prescrire des modes constructifs, est-ce qu'il faut prescrire, est-ce qu'il faut plutôt favoriser l'innovation, donc c'est-à-dire aussi les techniques non courantes. Il y a un vrai sujet autour de ça, de la surabilité des systèmes constructifs. Comment on fait pour intégrer les filières courtes, le localisme dans un marché public. Donc ça, c'est effectivement des points qui sont abordés dans l'outil. Après, pour avancer dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire au niveau de la prestation intellectuelle, je rejoins ce qui a été dit juste avant sur le fait que ce serait bien de mettre un peu plus en avant les AMO formés biosourcés. On ne l'a pas forcément fait dans l'ANER, et je pense que c'est effectivement une bonne idée de distinguer ces acteurs AMO qui, en fin de compte, est un acteur important parce qu'on le met en avant dans le référentiel, le fait d'avoir un AMO spécifique qui soit à la fois compétent sur les matériaux, mais aussi la question de l'économie. Et ça, c'est un point important. Les bureaux de contrôle, bon, ça, on en parle souvent, mais dès lors qu'on est sur des techniques non courantes, ça, c'est une mission complémentaire qu'il faut aussi associer au bureau de contrôle. Il y a plein de petits détails comme ça qu'on aborde dans l'outil. Et pour avancer, pour ne pas être trop bavard, dans les études de conception, c'est ce qu'on a voulu dans ce référentiel, c'est être assez vigilant sur les ambitions de départ, qu'elles soient au fur et à mesure de l'avancement du projet, qu'elles soient retranscrites dans la phase de conception. Alors c'est pour ça qu'on indiquait justement dans le cahier des charges de mission de la maîtrise d'œuvre, il faut partir sans doute sur des ratios biosourcés, en lien avec les études ACV RE 2020, et puis depuis l'esquisse jusqu'à la phase exé, il faut être en mesure de faire des points d'étape pour justement valider si à chaque fois on respecte justement l'intention de départ. Donc bon, voilà, c'est quelques exemples, et je propose peut-être à Nathan de rentrer dans le détail puis de vous montrer l'outil dans sa forme actuelle, dynamique,
qui est un format mind map qui sera… après, on est encore en réflexion sur la mise en forme graphique de l'outil, mais Nathan nous a proposé ce format-là pour avoir un format dynamique et ça permet voilà, de pouvoir dérouler au fur et à mesure en fonction des besoins. Nathan, je te passe la parole. Merci Maxime, merci Gwenel. Juste une question, est-ce que vous voyez bien la frise chronologique, Maxime? Ok, super. Bonjour à toutes et tous, merci pour ces présentations, merci pour votre invitation. Alors mon objectif là, il va être triple, vous présenter tout d'abord la Fédération bretonne des filières boursiers, mais vraiment en quelques mots, parce que c'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui. Vous présenter donc cette partie un peu méthodologique, comme on s'y est pris, sur quoi elle s'appuie, et en profiter pour passer quelques petits conseils pour aborder les opérations biosourcées et terres crues dans les meilleures conditions. Donc, je suis Nathan Satrin, je travaille au sein de la Fédération bretonne des filières biosourcées, qu'on appelle également FB2 ou parfois FB carré. FB2, c'est donc une association qui est née en 2019. Ça a été un processus d'acculturation entre 8 filières de matériaux biosourcés et donc la filière terre crue. Donc, toutes ces filières, elles ont bien entendu un ancrage territorial qui est breton. Et on a des filières qui sont, comme la terre crue ou la paille, à cheval sur la région Pays de Loire et la région Bretagne, ce qui crée des synergies intéressantes. Alors l'objet de FB2, c'est la promotion et l'aide au développement en Bretagne des matériaux biosourcés, de toutes les techniques associées, c'est pour ça qu'on retrouve la terre crue, et donc dans le respect, bien entendu, de l'environnement, de la santé, auprès de l'ensemble des acteurs du bâtiment. Alors, FB2 mène différentes actions que je ne vais pas lister aujourd'hui, mais on en mène certaines en partenariat, donc notamment avec Batilab, qui est le centre de ressources bâtiments durables équivalent de Novabuilt en Bretagne, avec d'autres partenaires, et donc dont ce projet avec comme partenaire Reseco et le collectif Biosourcé. On a une action qui a été principale, et je vais faire le lien tout de suite avec le référentiel, qui est menée avec le soutien de la région Bretagne, de l'ADEME et de l'ADREAL, qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt construire avec les matériaux biosourcés et la terre crue. Donc, qui est un dispositif d'accompagnement de projets de construction, alors pour l'instant seulement neuf, qui devrait s'ouvrir à la rénovation dans quelques temps, on fera des annonces, de projets de construction neufs, ambitieux, biosourcés, terre crue, pour les mener à bien, ces opérations. Donc on accompagne une quinzaine de collectivités sur des opérations. Cet accompagnement, il a bien entendu une visée de mener à bien l'opération, mais il a surtout, je dirais également, une visée de capitalisation. Et finalement, l'outil qu'on vous présente aujourd'hui, il s'inscrit complètement dans cet objectif de capitaliser, de rendre disponible l'information au plus grand nombre par rapport à ces opérations qu'on suit. Alors, le référentiel, il s'appuie sur l'AMI, cet appel à manifestation d'intérêt, mais également sur des retours de filière. Et je tenais quand même à remercier les petits retours, les informations et les avis qu'on a eus sur cet outil de différents contributeurs. Alors, l'objectif de l'outil, ça va être de guider les parties prenantes d'un projet de construction ou de rénovation tout au long de l'opération. Alors, comme le dit Gwenaël, on est vraiment sur l'idée de quelque chose de pratico-pratique, donc on espère que c'est comme ça que vous le percevrez aussi, pour se poser les bonnes questions au bon moment. Il vise absolument pas à remplacer le recours à des professionnels compétents et aux expertises de filières matériaux, qui sont ces compétences et ces expertises, elles sont nombreuses dans nos régions, donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus. On insiste d'ailleurs beaucoup dans le référentiel en introduction sur ces notions-là. Alors, il va regrouper à la fois des points de vigilance et des recommandations, mais également des exemples de clauses pour les marchés publics. Donc, comme l'a montré Maxime juste avant, on a ce que vous voyez ici, c'est finalement l'organisation en mode projet de cet outil. On est vraiment sur une frise chronologique avec différentes étapes qui vont avant toute chose, la programmation, la faisabilité, tout ce qui est consultation des prestataires intellectuels, donc AMO, maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle, les études de conception, les marchés travaux et le suivi du chantier. L'image que vous envoyez aujourd'hui, c'est encore une caractéristique, on dit mind map également, c'est l'outil qu'on a utilisé pour finalement organiser toutes les idées, mais le livrable final que vous découvrirez, où toutes les informations seront disponibles, sera plutôt un tableur Excel qui va être remanié par une graphiste et qui nous a semblé plus facile à utiliser pour des utilisateurs que cet outil que vous voyez ici. Alors cet outil peut être lu globalement, c'est-à-dire le prendre comme un bouquin et aller regarder dans chaque élément tout le détail de ce qui a pu être écrit,
mais il peut être aussi finalement picoré en fonction de l'étape à laquelle vous vous trouvez, et donc d'aller chercher directement l'information sur l'étape sur laquelle vous vous trouvez. Dans tous les cas, quel que soit son mode d'utilisation, ce que je vous recommanderais avant tout, c'est quand même de bien lire avant toute chose, parce qu'il y a des informations essentielles qui se trouvent dedans. Et avant de rentrer vraiment sur le détail de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou des études de conception, bien avoir pris connaissance de cet onglet avant toute chose. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, on va avoir un outil qui est très riche en items sur les premières phases que sont, bon, la phase avant toute chose, qu'on a nommée ainsi, la phase, programmation faisabilité, mais également les phases de consultation, et que plus on avance, dans la chronologie de l'opération, moins on va avoir d'items. Alors la raison principale de ça, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment via la MI, qu'on est vraiment que les étapes, préopérationnelles et de choix des parties prenantes, elles sont vraiment essentielles pour que l'opération se déroule bien et pour mettre l'opération sur des bons rails. La deuxième explication, et je pense que que l'outil va être nourri par la suite, c'est également que l'AMI il accompagne des projets depuis maintenant une année, et que l'essentiel des opérations accompagnées démarrent soit leurs travaux maintenant, soit sont en phase d'étude. Donc on a moins de retours d'expérience aussi sur cette partie-là. Donc l'idée serait de nourrir cet outil comme ça. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'on a plusieurs, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est qu'on a plusieurs niveaux de lecture. Donc, finalement, quand on ouvre chacun des onglets, on a un premier niveau de lecture très général. On va avoir des informations générales. Donc là, par exemple, une petite introduction sur le avant toute chose, qui est de dire, voilà, un paragraphe que je résumerai par son titre, hein, plus de matière grise et moins d'énergie grise. Donc, avec des intentions générales, mais bien comprendre qu'il y a eu une intensité à mettre sur les premières phases et sur les parties prenantes, sur les études et sur l'importance de l'acculturation, de la compréhension, etc., qui est très importante à faire initialement avant de lancer le projet pour que tout se passe bien. Et donc, on va avoir des différents niveaux de lecture. Donc, par exemple, si je vais dans la phase d'acculturation et de connaissance des filières biosourcées, avec une explication de la raison de cette phase d'acculturation, on va avoir un second niveau de lecture où on va vous conseiller de prendre connaissance de l'offre de formation existante, d'évaluer l'opportunité d'une embauche afin de disposer des compétences internes, de visionner des webinaires, de visiter des projets réalisés. Alors bien sûr, ces éléments vont faire référence à des liens, à des sources externes. Donc pour vous montrer un second niveau de lecture. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on a pu rencontrer sur l'AMI, sur cette phase d'acculturation. On s'est vite rendu compte qu'en fait, quand on prenait le temps, très en amont de l'opération, de rencontrer la maîtrise d'ouvrage, les parties prenantes, et de leur expliquer pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce qui existait en matériaux biosourcés terre crue, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, quels étaient les enjeux, notamment les enjeux climat, les enjeux de développement économique. Finalement, on arrive à construire des maîtrises d'ouvrage qui deviennent, et des parties prenantes en général, hein, qui deviennent militantes en fait de ces solutions constructives, et qui vont défendre ça jusqu'à la fin de l'opération. Donc voilà un exemple de véritable intérêt qu'on a pu relever et qu'on a inscrit ici. Si je vais sur sur le deuxième onglet, donc c'est des exemples que je vous donne, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je pense que je pourrais y passer une heure ou deux à vous présenter tout ce qu'on a pu centraliser dans cet outil. Maxime parlait tout à l'heure de définir son ambition biosourcée. Et c'est vrai que quand on se retrouve face à une opération biosourcée, on va se demander, mais en fait, qu'est-ce que je demande? Est-ce que je demande des kilos? Est-ce que je demande des matériaux en particulier? Est-ce que Et du coup, on va traiter finalement ceci dans cet onglet-là, en disant, quand on définit son ambition en termes de construction biosourcée, est-ce qu'on précise ou pas les modes constructifs? Donc deuxième niveau, est-ce qu'on précise les modes constructifs? Est-ce qu'on a des modes constructifs qui sont privilégiés? Par exemple, le bois, la paille, le chanvre, etc. Je ne vais pas tous les citer. Le choix de recourir ou non à l'innovation, Maxime en a parlé tout à l'heure, je vais peut-être faire un tout petit focus là-dessus dans un instant. Pour ce deuxième lecture, le voici. Et si on va rentrer dans un troisième niveau de lecture, vous allez avoir ces petits éclairs, c'est des exemples de clauses qu'on pourrait intégrer. Et là, si on ne veut pas préciser le mode constructif, on a plusieurs solutions qui s'offrent à nous pour indiquer qu'on veut quand même construire avec ces matériaux-là. Donc, on a, je dirais, le niveau des 0 débutant, qui va être simplement une part significative de produits et matériaux biosourcés, donc on ne rentre pas vraiment dans le détail. On peut s'appuyer sur les exigences du label bâtiment biosourcé sans exigence de certification. Mais on peut également, pour rentrer dans l'ARE 2020 qu'on a abordé tout à l'heure, s'appuyer sur le nouvel indicateur stock carbone, qui est un indicateur qui est pédagogique, donc qui ne rentre pas dans la réglementation, dans les indicateurs qu'il faut atteindre dans la réglementation, mais dont une maîtrise d'ouvrage peut très bien s'emparer, parce que les matériaux biosourcés stockent du carbone, donc on peut très bien s'emparer de cet indicateur
pour intégrer des matériaux avec quelque chose de… On parlait d'indicateurs chiffrés, mesurables et atteignables. Bah là, on a typiquement un indicateur qui va forcément être calculé dans le cadre des études à chaque instant. Donc voilà, là, vous voyez déjà un troisième niveau de lecture. Sur la partie recours ou non à l'innovation, alors ça a été un questionnement de se demander si on ne traitait que les techniques courantes ou si on s'ouvrait aux techniques non courantes. Nous, chez FB2, et on est assez militant de dire que les techniques courantes, c'est super, mais et il faut le faire, mais que c'est bien aussi, quand on le souhaite, de ne pas s'interdire de dépasser ces techniques courantes. Et finalement, ici, ce qu'on décrit, alors c'est ce que je peux voir moi sur certaines opérations, on va avoir plusieurs niveaux de dépassement des techniques courantes. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, faire de la terre crue porteuse, ce que je suis sur une opération proche de Rennes. Et là, on va se situer très, très loin des techniques courantes, dans la mesure où on a un référentiel qui sont les guides des bonnes pratiques terre crue, mais ce référentiel, il n'a pas été validé par la QC. Donc il y a toute une organisation qui s'installe autour, mais on va avoir un autre niveau de technique non courante qui va dire, bah, en fait, on veut faire un bâtiment en paille, mais on va faire un immeuble de moyenne hauteur, ce qui n'est pas traité par les règles professionnelles paille. Et là, pour le coup, on a un référentiel qui est déjà validé par la QC. Donc voilà, c'est un peu ça sera également réalisable, mais ça demande une méthodologie, de s'entourer d'un bureau de contrôle très en amont, de lui passer des missions qui sont spécifiques. C'est pas avec une mission standard qui va y arriver, et c'est un petit peu ce genre de sujet qu'on traite. Et c'est pour ça que là, vous allez avoir énormément de différents niveaux de lecture, techniques courantes, autoriser un dépassement des domaines d'emploi, ce dont je parlais juste à l'instant, ou se situer carrément hors technique courante, sans référentiel validé par l'agence qualité construction. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail, à part peut-être vous dire que le choix enfin, en tout cas, le choix des prestataires intellectuels et qu'on va retenir est vraiment une étape qui est essentielle. Et bien se rappeler que finalement, ces prestataires, à l'échelle du coût global d'une opération, ils représentent finalement un coût assez mineur. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage compétente, à une assistance à maîtrise d'ouvrage compétente dès le début de l'opération, et à une équipe de maîtrise d'œuvre qui va maîtriser les solutions constructives qu'on souhaite mettre en œuvre. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut que toute l'équipe de maîtrise d'œuvre soit experte sur la technique visée. En revanche, ça veut dire que si on choisit une technique, bah, c'est peut-être le bureau d'études structure qui va être très compétent sur la technique visée et qui va pouvoir permettre de faire monter en compétence l'architecte de l'équipe sur cette solution-là. Ça s'entend complètement. On parle pas de… Il faut aussi accompagner la montée en compétence des différents acteurs. Et c'est vrai que quand on le fait en amont, ça marche très bien. Nous, on a des opérations où finalement, on a une équipe de maîtrise d'œuvre qui était formée sur aucune des techniques. Et quand on part, pour un exemple, salle des fêtes construite en bois paille, et ben, on se retrouve en phase APS et au passage en phase APD, à avoir recours à devoir faire appel à une équipe d'expertise complémentaire pour venir appuyer l'équipe de maîtrise d'œuvre initiale. Donc c'est vrai que si on avait pris ça un petit peu plus en amont, eh ben, on aurait pu éviter cet accueil et avoir tout de suite les compétences au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Alors les clauses qui vont être indiquées alors j'en ai fini hein, pour rentrer un petit peu dans le détail, parce que faut pas que j'y passe trop de temps non plus. Simplement vous dire qu'on a inséré des clauses que je montrais tout à l'heure avec un petit éclair dans le dossier, enfin dans l'outil. Il faut bien comprendre que ces clauses, ce sont simplement des exemples pour illustrer les recommandations et les points de vigilance, mais qu'il faut vraiment pas les prendre comme des éléments qu'on pourrait copier-coller dans un marché et qu'elles demandent d'être adaptées ou réécrites en fonction de l'opération visée. Et de la même manière, sur ces clauses, on a beaucoup de clauses qui vont citer des solutions constructives ou un matériau en particulier. Il ne s'agit pas de dire que cette clause ne fonctionne que pour cette solution constructive ou que pour ce matériau. C'est vraiment des inspirations qui peuvent être adaptées à tout type de solutions et à tout type de matériaux. Mais bon, ça n'avait pas vraiment de sens de répéter 10 fois la même clause en changeant à chaque fois le matériau qui était visé. Ce
que je tenais à vous dire également, qui a été un petit peu dit avant, c'est que cet outil, il a été construit afin d'évoluer au fil des retours d'expérience des utilisateurs. C'est aussi la raison pour laquelle on choisit plutôt de s'orienter vers un tableur Excel que vers un outil comme celui que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est vraiment, faut le voir comme un premier jet, et on vous invite vraiment à l'utiliser finalement, et à nous faire des retours d'expérience pour qu'on puisse y ajouter des éléments selon vos expériences, préciser des éléments qui ne seraient pas forcément compréhensibles, parce que quand on a un peu le nez dans le guidon, finalement, on inscrit des choses, mais peut-être que ce n'est pas forcément compréhensible. Donc, pour les préciser, les expliquer et nous présenter vos nouvelles pratiques, etc. Donc, pour conclure finalement cette présentation, je vais revenir un petit peu en arrière et faire un petit focus global pour vous dire que ce à quoi on vous invite, et c'est un peu la conclusion de cet outil, c'est de vraiment penser en amont les opérations de construction biosourcée et terre crue, et de s'entourer d'équipes de sachants, de vraiment aller chercher ces compétences et de les prendre très en amont. Parce qu'on se rend compte, et c'est vraiment un des retours d'expérience criants de l'AMI, hein, c'est que concevoir pour des matériaux conventionnels et les substituer par la suite avec nos solutions, ça marche pas vraiment, et ça marche encore moins pour l'économie du projet. Donc, on intègre difficilement, alors c'est pas impossible, hein, mais c'est difficile d'intégrer les solutions biosourcées ou terre crue en cours de conception, alors je dirais en phase APS, APD ou plus tard encore. En général, on a vraiment des problèmes techniques, des problématiques techniques ou des problématiques de gestion du budget. Et enfin, vous dire qu'il n'y a pas de matériau biosourcé qui est meilleur ou moins bon. Il faut vraiment raisonner selon alors un adage qu'on entend beaucoup en ce moment, qui est le bon matériau au bon endroit. Et bon, dans les temps où on se trouve aujourd'hui avec un peu de contraintes énergie, ressources, j'ajouterais également bon matériau au bon endroit et en juste quantité. Et j'en ai fini pour ma petite intervention, donc je vous remercie pour votre attention, et on peut peut-être passer à la phase des questions. Merci beaucoup Nathan, merci Gwenaëlle et merci Maxime pour avoir fait cette présentation. Alors, j'ai beaucoup finalement de réactions, de confirmations, notamment sur la nécessité effectivement d'avoir une entrée AMO assez forte, et ça fait rappel, écho à ce qu'on a dit précédemment pour l'annuaire. J'ai également des éléments qui sont des éléments plus politiques, notamment un participant qui demande si on souhaite plutôt faire travailler les hommes ou les machines. Bon, je ne suis pas sûre qu'on puisse répondre dans le cadre de ce webinaire, voilà, et pas quand on présente un outil, mais en tous les cas, c'est une réaction. Je ne sais pas si vous, ça vous fait réagir, et si vous souhaitez réagir à cette... voilà, mais effectivement, on est sur... Tu parlais de nous, Céline? Oui, Excuse-nous, de parce vous. qu'on t'écoutait attentivement, donc on pensait que tu parlais aux participants. Non, mais c'est pas la question. Voilà, c'est pas la question posée par l'outil, on est bien d'accord. Non, mais nous, on est là pour mettre en avant les hommes, les femmes, les savoir-faire, les filières, tout le monde. C'est que là, en fait, on est dans une phase où on a tout intérêt, quoi. J'insiste là-dessus, c'est qu'il faut qu'on la joue absolument collectif, et qu'on ne se trompe pas de concurrence, qu'on ne se fatigue pas à se chamailler entre nous pour des petits détails, et il faut aller dans le même sens et dans la même direction. Et on a la chance, comme l'a dit Gwenaëlle au départ, d'être sur un écosystème réglementaire, législatif qui est plutôt favorable, malgré un contexte qui est toujours un peu en dents de scie là depuis 2-3 ans. On ne sait pas trop les perspectives globalement, mais on sait quand même, comme le disait aussi Nathan, c'est qu'au final, il va falloir construire de manière plus sobre, frugale, faire attention à l'économie de matière, développer les circuits courts, tout converge à nos filières. Donc en fait, il faut résolument être optimiste et essayer de le plus possible de mettre de côté son ego et puis son intention purement individualiste, et puis la jouer vraiment collectif. Pour moi, c'est vraiment le mot que tout le monde retienne, c'est la jouer collectif. Et je suis hyper enthousiaste de pouvoir justement, à travers Fibois et les autres filières, la jouer collectif,
avec aussi des institutions comme la DREAL, la région, avec aussi d'autres régions comme Bretagne, Pays de la Loire. On aurait presque pu fusionner à une époque, ça aurait bien fonctionné aussi. Mais moi, je suis ravi de ce travail avec la Bretagne et on converge vraiment vers les mêmes sujets. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. On a devant nous un boulevard, une autoroute. Et il faut effectivement peut-être un peu quand même de machine, une bonne mécanique, un bon moteur pour être quand même sur ce boulevard. Et il faut bien s'outiller. Il faut aller dans le même sens. Et il faut vraiment accentuer notre énergie vers ça. Pour compléter sur l'interrogation, là, on s'est quand même posé la question, et notamment c'est une des raisons pour lesquelles on a associé la terre crue en tant que matériau géosourcé. C'est des matériaux qui souvent nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et pour lesquels les clauses d'insertion dans les marchés publics ou les marchés réservés sont pertinents. Donc, il y a quand même des leviers assez intéressants à actionner pour promouvoir ces matériaux. Et ceci, c'est abordé dans le référentiel. Merci, Gwenaëlle. Alors, la question des techniques non courantes a été abordée, je crois, par Nathan. Concernant le recours aux techniques non courantes, comment procéder pour confirmer l'assurabilité suffisamment tôt? Là, on est du coup sur une question technique plus que sur une question de marché public. Alors, confirmer l'assurabilité suffisamment tôt. En fait, l'assurabilité, elle est… alors, comment expliquer ça? Donc, confirmer l'assurabilité suffisamment tôt, ça revient à identifier suffisamment tôt la solution constructive visée, qui est en technique, qui sera du coup technique non courante. Avoir suffisamment tôt tous les acteurs autour de la table, c'est-à-dire le bureau de contrôle, la maîtrise d'œuvre, etc., sur ces sujets-là. De manière à identifier la stratégie qui va être retenue. Donc, est-ce qu'on veut s'inscrire dans une démarche type ATEX, etc., ou est-ce qu'on ne s'inscrit pas forcément dans cette démarche-là. Et nous, pour vous donner un exemple, hein, sur la terre crue porteuse, ce qu'on choisit de faire pour faire en sorte que ça fonctionne, c'est qu'on va s'appuyer sur un dispositif du Code des marchés publics qui permet, pour des lots particulièrement techniques, de consulter en amont, dès les phases avant projet, l'entreprise. Et du coup, ce qu'on va faire sur cette solution-là, c'est consulter très tôt l'entreprise, qui va arriver 5 à 6 mois avant les autres entreprises du bâtiment, pour qu'elles puissent participer à la conception et surtout apporter toutes les preuves et puis pouvoir participer à la réalisation des campagnes d'essais, etc., pour pouvoir répondre aux interrogations du bureau de contrôle. En parallèle, on est obligé d'aller voir l'assureur de cette entreprise, parce qu'on est hors technique courante, donc il va falloir une attestation spécifique. Et en fait, la question qui va se poser, c'est pas tant est-ce que c'est assurable ou est-ce que c'est pas assurable, ça va plutôt être de combien va être la surprime que l'assureur va demander. Et donc, c'est là où on va avoir tout un travail avec le bureau de contrôle, avec les experts de l'assurance, à aller chercher les preuves et les essais qui vont permettre de confirmer que le risque est contenu. Ça, là, je vous parle vraiment d'une situation qui est la plus complexe possible, hein, parce qu'on fait de la terre crue porteuse. Maintenant, quand on est sur des dépassements de domaine d'emploi, on est quand même sur des sujets qui sont beaucoup moins complexes à aborder. Merci. Une autre question, on vous demande si vous êtes là pour faire évoluer la réglementation, comme par exemple en rénovation avec la prise en charge de l'existant, comme l'épaisseur des murs pour le calcul de la résistance thermique. Je ne suis pas sûr que c'était l'ambition de cet outil, en tout cas. On n'avait pas vocation à aller sur ce champ-là. C'est intéressant comme question. À vrai dire, j'y avais pas pensé. Mais non, on n'a quand même pas cette ambition. L'idée, c'était quand même d'axer les travaux sur un outil pratico-pratique et pas d'aller sur un outil, je dirais, à vocation de lobbying. Si je peux me permettre rapidement de compléter, j'ai eu l'occasion de discuter avec un gros industriel fabricant d'isolants biosourcés mercredi dernier. Et clairement, il est question de lobbying. Mais ce n'est pas du lobbying en région, c'est du lobbying dans les commissions de DTU, de normes et compagnie, dans les commissions du CSTB. Et cet industriel en question qui m'a parlé de l'UICB, l'UICB, c'est l'Union des industriels de la construction biosourcée. Ouais, c'est ça, merci, j'avais un doute. L'UICB, c'est clairement leur rôle.
c'est le rôle de l'ICV au niveau national, c'est d'être présent dans les votes de commission, parce que ça se joue vraiment là-bas. Hein. Et nous, à notre modeste place en région, on peut guère faire grand-chose sur ces sujets-là, parce que c'est vraiment dans les instances nationales que ça se joue. Hein. Bon, après, c'est plutôt notre rôle d'accompagner, comme le disait Nathan, les acheteurs publics, les collectivités, justement sur la question de l'assurabilité, d'intégrer les entreprises en amont quand il faut justement préparer un marché sur des techniques innovantes, expliquer un peu la réglementation, parce que tu évoquais des exemples, moi j'en ai encore un en tête sur le béton de chanvre, c'est que le béton de chanvre a aussi des règles professionnelles qui aujourd'hui le limitent à R+2, comme pour la paille, sauf qu'ils ont réalisé des essais au feu qui aujourd'hui leur permettent, de ce point de vue-là, de monter jusqu'à 28 mètres. Donc, mais en fait, dans les instances nationales, ils n'ont pas encore pris en compte, on va dire ça comme ça, pris en compte ces essais au feu dans les règles pro qui sont pour l'instant toujours en attente de mise à jour. Et ça, ce n'est pas à notre niveau qu'on peut faire accélérer cette mise à jour. Alors, un point d'information sur les techniques courantes, non courantes et les problèmes d'assurabilité. On s'est posé la question dans les réunions avec les maîtres d'ouvrage, et il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet. Certains maîtres d'ouvrage privilégient clairement que des techniques courantes, alors que d'autres vont ouvrir aussi aux techniques non courantes. Et nous, en fait, à travers l'outil, enfin à travers le référentiel, ce qu'on donne, c'est des recommandations sur les deux volets, mais ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vocation à exclure les techniques non courantes, bien au contraire. Le débat a été tranché relativement tôt de s'intéresser aux deux. Et on peut déjà faire plein de choses avec ce qui existe aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que biosourcé, ce n'est pas systématiquement des ATEX ou des choses qui sont trop innovantes et pas en technique courante. Même si on ne doit pas se cantonner que aux techniques courantes, parce que l'idée, c'est d'ouvrir aussi d'autres domaines d'emploi. Mais déjà, on peut faire plein de choses en technique courante avec des matériaux biosourcés. Hein. Et c'est sur la quinzaine de projets qu'on accompagne dans le cadre de l'AMI, on est à 80% en technique courante. Sur 80% des projets, on n'a pas eu besoin d'avoir recours à cette notion de technique non courante. Alors, pour le reste, c'est plutôt il n'y a pas vraiment de questions, ce sont des réactions, donc je vous les laisserai les lire. Il y a Laurence Cesbron de Reseco qui quand même ajoutait des éléments sur la communication élargie qui sera lancée à la sortie de la boîte à outils et des webinaires de prise en main d'outils qui seront organisés à partir de janvier par Reseco. Peut-être que vous voulez en dire un mot pour préciser un petit peu les modalités de communication et de formation à cet outil. Alors, ce qui est prévu à ce stade, on est en fait en finalisation de la version, je dirais, bêta, et la mise en forme doit être faite d'ici mi-janvier environ. Et ce qui est prévu, c'est qu'on organise certainement des webinaires je dirais, à la fois d'acculturation, de présentation de l'outil comme on l'a fait aujourd'hui, mais aussi de prise en main sur l'année 2023, et on va démarrer certainement dès le premier trimestre. Ce sera probablement sous forme dématérialisée. On n'a pas encore défini le format précis, mais ce sera probablement sous forme de webinaire assez court, de façon à ce que beaucoup de participants puissent s'acculturer avec cette boîte à outils. Merci beaucoup. Voilà, il y a eu un petit débat autour de Saint-Gobain et de son arrivée dans le monde du biosourcé. Voilà, donc je vous laisserai regarder tout ça. Et puis, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je Maxime, vous propose… Oui, ouais. Maxime, tu voulais faire un petit mot de conclusion sur l'actualité? Oui, très rapidement. Tu as quelques minutes pour parler de l'actualité du collectif en 2023. Oui, tu as parlé de la newsletter qui était lancée, là, qui reprend en fait le travail que tu as admirablement fait au sein d'Adréal. C'est repris au sein du collectif. Et aussi vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la page LinkedIn du collectif qui est effective depuis, je crois, 2 jours et qui vous permettra d'être informé des événements. D'ailleurs, je crois qu'il est prévu à travers NovaBuild une visite d'un chantier intéressant le 13 janvier prochain sur l'heure du midi.
c'est la visite des nouveaux bureaux de la coopérative Biolay à Safré, avec l'agence d'Aubas Bellenfant. On y parlera d'ossature bois, béton de chanvre et de techniques de terre crue que cette agence apprécie particulièrement. Donc, n'hésitez pas à suivre. Je crois que les inscriptions sont déjà possibles. Et il y aura aussi sans doute début février avec Ecobat, dans le cadre du collectif, aussi une visite d'un chantier où il sera question de caissons isolés en paille, en toiture principalement, et peut-être en mur, j'ai un doute. C'est des cellules commerciales pour une collectivité en Vendée, j'ai oublié son nom, pardon. Et la date sera précisée courant janvier. Et aussi, dernière visite qui sera prévue, et là c'est Fibois qui l'organisera, ce sera sans doute entre les deux, peut-être fin janvier. On organise à Angers la visite en fait d'un chantier pour le compte de Maine-et-Loire Habitat, qui en fait a mis en place un accord cadre qui porte sur du hors-site et du biosourcé. Et ce sera une petite opération de 8 logements avec donc Maine-et-Loire Habitat, l'entreprise Rousseau et Batipac, qui d'ailleurs n'est pas dans le collectif, mais c'est normal, c'est un industriel, mais peut-être que demain il y aura aussi d'industriels. Et Batipac propose un isolant à partir de carton recyclé pour isoler des murs en ossature bois, et on visitera aussi le foyer de jeunes travailleurs des Compagnons du Devoir, qui est aussi un projet sympa en ossature bois. Donc, ce sera sans doute toute fin janvier. Donc, vous avez 3 visites pour janvier et février prévues prochainement et qui seront communiquées à travers le collectif Biosourcé. Merci beaucoup, Maxime. Alors, il y avait une dernière question là qui demandait s'il allait y avoir des actions de sensibilisation particulières auprès des maîtres d'ouvrage publics pour le référentiel. Gwenaëlle, tu voulais répondre à cette question? Je te laisse. Oui, en fait, les maîtres d'ouvrage, c'est la cible privilégiée de ce travail collaboratif. Donc oui, évidemment, nous, en tant que réseau d'acheteurs publics, on va d'abord, avant tout, cibler les maîtres d'ouvrage. Qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, puisqu'il y a beaucoup d'offices publics d'HLM qui font des choses très intéressantes en matière de biosourcés actuellement. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous tous. Écoutez, je profite de ces derniers instants pour vous souhaiter à tous de belles vacances à venir et de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, le collectif vous retrouvera en 2023 sur d'autres projets. Et en attendant, eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Céline pour l'organisation. Merci. Merci à tous. Au revoir.